Hit 'em Up faisait 8 minutes. C'était le disque le plus violent que j'ai jamais entendu de ma vie, même jusqu'à aujourd'hui. Tupac avait pété un câble. Il était défoncé. Il était hors de lui. Les paroles disaient « Je vais te tuer, je vais tuer ton frère, j'ai baisé ta femme ». Et c'est passé à la radio avant la sortie du disque. Je connais un des types qui était avec Biggie et Lil Cease quand ils l'ont entendu pour la première fois. Ils étaient furieux. La guerre Est-Ouest éclate face à la puissance de feu de Suge Knight. Biggie panique. Il se fait arrêter en possession d'armes à feu chez lui dans le New Jersey. Qui l'a balancé? Biggie demande l'aide des Crips, les rivaux des Bloods. Ils avaient senti l'herbe depuis la porte d'entrée. On fumait beaucoup d'herbe en cette période. Mais bon, 2 heures plus tard, le shérif s'est pointé avec un mandat pour fouiller la maison. C'était pas grand-chose. Ils sont arrivés, ils ont fouillé la maison, trouvé l'herbe, et ils ont aussi trouvé... Voilà ce qu'ils ont trouvé. C'était fini. Lil Cease reste discret sur l'embrouille entre les deux stars du rap. Une guerre Est-Ouest qui fera la une des médias. J'étais en plein milieu de tout ça. C'était une histoire de fierté mal placée. Et ils se sont accrochés à ce truc et tout a été exagéré. C'était monté de toutes pièces. Chuck D de Public Enemy n'aime pas trop non plus revenir sur cette guerre entre Biggie et Tupac. Les médias sont de plus en plus spécialisés et aiment faire leurs gros titres avec la vie des Noirs. Ils sont fascinés par les meurtres des Blacks. Le problème de la communauté noire, c'est que les mauvaises nouvelles se propagent très vite et les chaînes de télé aiment ouvrir leurs journaux avec. Je me souviens de leur avoir parlé à tous les deux, et à Biggie et à Tupac. Je leur ai dit à tous les deux, vous êtes dans la ligne de mire du gouvernement, et ceci pour des raisons différentes. Tupac comprenait, Biggie un peu moins. Je leur ai dit, si vous ne vous en rendez pas compte, et ne mettez pas fin à cette guerre créée de toutes pièces, vous allez être éliminés tous les deux. Et j'ai rajouté, Tupac, tu seras le premier parce que c'est toi qu'ils veulent vraiment. Et Biggie, tu y passeras après comme dommage collatéral. Entre les deux hommes, et donc forcément entre les deux labels, Death Row d'un côté, celui de Suge Knight, et Bad Boy, celui de Puff Daddy, c'est la guerre. Au sommet de leur gloire, les deux jeunes stars du hip-hop s'invectivent à plaisir, se menacent et s'agressent par gangs interposés, s'entraînant l'un l'autre dans une spirale absurde. Tupac représente la côte ouest et Biggie, ici, la côte est. L'ambiance tourne vraiment vinaigre. Ils semblent désormais acquis pour tous, médias, fans qui les adulent et gangs prêts à mourir pour eux, que ces embrouilles de Lascar vont se terminer en bain de sang. Tupacalypse atteint 5 millions de ventes en un mois, du jamais vu. Biggie et Puff Daddy se traînent loin derrière avec seulement 2 millions en 2 ans. Tupac vendra près de 100 millions d'albums dans sa courte carrière. Il est le champion absolu du black showbiz. En moins d'un an, il torche les 2 albums qu'il doit à Suge Knight. Il veut se séparer du parrain. Il est décidé à lui en parler. Il était fatigué par les histoires d'argent et de son contrat avec Death Row. Et à cette période, c'était plutôt Suge Knight qui s'accrochait au succès et à la notoriété de Tupac. Ce n'était pas Tupac qui avait besoin de Suge, mais c'est Suge qui l'avait sorti de prison, personne d'autre.
Et Tupac lui devait sa vie. Il s'était aperçu que la maison où il habitait, dans la communauté privée de Woodland Hills, n'était pas en son nom, mais au nom de soit Death Row, soit Sharitha Knight, la femme de Suge Knight, mais pas en son nom. Quant à l'autre résidence sur la plage de Malibu, elle était au nom d'un procureur de la ville. Rien n'était à lui. La seule chose qu'il possédait, c'était une Jaguar qui lui avait été offerte par une marque de bière. Avec Snoop, à l'époque, ils avaient fait une pub pour cette bière. Il avait fini les 2 albums qu'il devait à Death Row. All Eyes on Me et tous les Van Dyne LA étaient déjà enregistrés. Il ne leur devait plus rien. Et il avait rempli son contrat envers Death Row. On a évoqué l'idée d'aller à Vegas et je lui avais dit que ce n'était pas dans son intérêt. À un moment donné, il devait clarifier la situation et les désaccords sur son contrat avec Suge. C'est sans doute pourquoi il a finalement décidé d'y aller. Tupac part finalement à Vegas, assister au combat de son ami Mike Tyson, accompagné de sa future épouse Khadida Jones, la fille de Quincy Jones. À chaque combat, les Crips vont à Vegas. Les Bloods déboulent aussi. Des membres de gang arrivent d'Atlanta, de New York. Et il y a aussi la mafia. Ils viennent tous pour le combat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de types dangereux dans l'arène. Personne ne le sait. On voit toujours les stars de cinéma, les réalisateurs, mais en fait, c'est truffé de gangsters. Ils ne viennent même pas voir le combat, mais pour s'éclater. Il y a toutes ces filles, prostituées, beaucoup de drogue. Et ils font la fête non-stop depuis le soir où ils arrivent jusqu'à leur départ. Ils s'éclatent, ils sont défoncés et ils ont 10 filles dans les bras. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de Crips à Vegas. Plein de Southside Crips, des G's partout. Si c'est Tyson, tout le monde y va. Et comme je le disais, il y avait aussi les autres, les Bloods, les Mob Bloods. Ils sont du côté est de Compton. Tupac était de là-bas, de l'autre côté du chemin de fer. Ils s'entendent pas avec les Crips. Le combat dure à peine 90 secondes. Boum, il le met KO. Le public n'était pas arrivé. Suge et Tupac ont à peine le temps de s'asseoir, le combat commence, boum, c'est fini. Donc ils partent. Ils quittent l'arène, ils traversent un hall, et droit devant eux, près des ascenseurs, il y a ce mec, Orlando Anderson. Il a plusieurs noms de rue. Lane, Baby Lane, Lando. 4 ou 6 semaines auparavant, une bande de Crips traînait au centre commercial de Lakewood. C'est pas loin de Compton. Et il tombe sur un Blood, un des gardes du corps de Death Row. Ils l'ont massacré au beau milieu du centre commercial et lui ont volé sa chaîne en or Death Row. Je n'imagine pas qu'ils puissent tuer pour un truc pareil. Et bien dans leur monde, si. Un bodyguard repère le fameux Orlando qui avait agressé un des leurs quelques semaines avant. Il prévient Tupac. À la seconde où Tupac entend ça, il décolle. Il savait qu'il allait réagir comme ça. Il traverse la salle de jeu et se met à frapper Anderson. Les autres sont juste derrière lui. Tupac est le premier à cogner et les autres suivent. Ils lui tapent dessus, lui mettent des coups de pied. Anderson est à terre. Ça a l'air d'être bref comme ça, mais en vrai, c'est une éternité. Cela dure près de 20 secondes et ils s'en vont. Cela a été coupé pour la télé, mais si vous regardez l'intégralité de l'enregistrement, on voit bien Tupac qui emmène tout le monde et Suge Knight qui le suit. Ils zigzaguent dans le casino. Ils ont cet air « Ah, qu'est-ce qu'on lui a mis ?» et ils sortent. Orlando est humilié, mais il refuse de porter plainte.
Orlando traverse la rue et retourne à son hôtel. Et là se met en place un système de communication fascinant. Aucun journal n'a ça. Je pense que même la police n'a pas ça. Ça part dans tous les sens. Du nord au sud, cela traverse le pays entier instantanément. Il y a des mecs en prison tout au nord de l'Amérique qui sont au courant de ce qui s'est passé et de qui l'a fait avant même les flics ici au sud. En quelques minutes, tout le monde est au courant. Le chef des Crips est là, d'autres Crips sont là. Ils n'avaient rien prévu, ils étaient venus pour le combat. Ils se réunissent en secret et là, ils décident de tuer Tupac. Avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est un mec bien et tout ce qu'il a accompli, moi je suis un Crip avant tout. Tous les jours, mec. 7 jours sur 7. Les Crips, c'est comme une grande famille. Tu défends ce que t'as. C'est un amour fraternel. Si toi, il t'arrive quelque chose, je serai toujours là pour te défendre. Tu défends ta maison, n'est-ce pas? Tu laisses personne foutre le boxon chez toi. Tu fais la loi chez toi. Toi, nous, on roule ensemble, on fait tout ensemble. Nous sommes tes frères de quartier, avec qui tu as grandi depuis que tu es tout petit. C'est le top des insultes. L'idée qu'on puisse t'humilier au vu de tout le monde dans le lobby d'un grand hôtel, c'est le manque de respect absolu par excellence. Tu vas le payer de ta vie. Peu importe si tu es beaucoup plus grand que moi, je me battrai quoi qu'il arrive. Et tu vas mourir. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Et s'ils n'y arrivent pas, ils vont revenir. Te tirer dessus, tuer ta famille, ton frère. Quoi qu'il arrive, tu vas payer.